Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce thème de l'histoire intitulé l'idée d'Europe au XXe siècle. Donc on va s'intéresser un petit peu à la conception de l'Europe au XXe siècle. Alors, ce qu'on va voir dans ce premier chapitre, c'est tout simplement l'Europe un territoire de conflit. Mais avant ça, il faut qu'on définisse l'Europe. Et l'Europe, en réalité, définir l'Europe, c'est un véritable casse-tête. Puisque donner une définition pure et simple de qu'est-ce que l'Europe pose certains problèmes. Il existe en réalité trois définitions. La première, c'est l'Europe politique, c'est-à-dire l'Europe des 27, celle des frontières de l'Union européenne. Là, vous avez la carte d'ailleurs qui est mise à jour avec la sortie du Royaume-Uni de l'Europe avec le Brexit. Donc là, vous avez l'Europe dite politique. Mais vous avez aussi l'Europe géographique, c'est-à-dire ce vaste territoire qui est ici, qui s'étend de l'Espagne, du Portugal. On considère également aussi le Royaume-Uni, l'Islande, qui est ici, de par sa culture et des raisons historiques, notamment les incursions des peuples vikings venant de la Scandinavie. On peut aussi inclure la Turquie, de par sa puissance, de par sa place en Europe, puisque autrefois c'était possession de l'Empire romain, souvenez-vous, et également des frontières de la Russie, c'est-à-dire à partir jusqu'à l'Oural. Là, vous avez les frontières géographiques. Et vous avez l'Europe historique. Et l'Europe historique, c'est un petit peu comme l'Europe géographique, c'est-à-dire que l'on considère que certains pays, de par leur histoire, sont des éléments de l'Europe. C'est pour ça que je fais inclure également l'Islande. La Russie, puisqu'il faut savoir que la Russie, l'Empire russe, qui existait jusqu'en 1917, faisait partie des grandes puissances d'Europe. Notamment, on a des contacts en Europe, puisque je vous l'avais précisé dans le chapitre précédent, que les Russes, là dans la cour des Tsars, on parlait le français, qui était la grande langue de l'époque. Voire même jusqu'à Israël, de par les contacts que ces territoires ont eu avec l'Europe, notamment lors de l'Empire byzantin. Donc, définir l'Europe, c'est assez compliqué. Si bien que, lorsque je vais vous parler d'Europe dans le chapitre, je tenterai à parler un peu plus d'Europe politique, c'est-à-dire la construction de l'Union européenne. Donc là, on s'attardera sur l'Union européenne, c'est-à-dire l'Europe politique. D'accord ? Allez, on enchaîne. Et cette histoire d'Europe, c'est, comme le dit Plantu dans cette caricature, tout simplement, c'est une histoire de guerre. C'est-à-dire que, depuis la nuit des temps, l'Europe s'est construite à la filoche, comme dirait Léo Dagan de Carmelite, c'est-à-dire, là vous le voyez, vous reconnaissez l'Empire romain et les Gaulois, c'est-à-dire qu'elle s'est construite notamment sous l'Empire romain, par les conquêtes romaines, mais également par toutes les conquêtes qu'il y a pu y avoir au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Là on a un petit peu en voie vu le chapeau peut-être à Bonaparte, avec cette construction européenne, puis, évidemment les deux conflits mondiaux, la Première Guerre mondiale et surtout là la Seconde Guerre mondiale. Vous reconnaissez, je pense, évidemment Adolf Hitler ici. Et enfin, avec une construction plutôt politique de paix au XXe siècle, dans la seconde moitié du XXe siècle pour être exact, avec les référendums et les votes pour la création de l'Union européenne. Donc cette caricature illustre un petit peu l'histoire européenne. Ça a toujours été pendant des siècles et des siècles une construction de conflit. C'est un territoire qui est en conflit pour la domination sur cet espace. L'Empire romain a quand même construit les frontières de l'Union européenne. Les différents monarques et empereurs se sont succédés, on va dire, dans le jeu international pour conquérir ce territoire. Pensez à l'Europe de Bonaparte. L'Empire de Bonaparte s'est étendu jusqu'aux portes de la Russie en 1813. Puis Hitler qui a conquis l'Europe sous la botte du nazisme. Et enfin, avec l'évolution et surtout le contexte international d'après 1945, l'Europe a souhaité se construire politiquement parlant. Et c'est ce qu'on va voir durant ce chapitre. Quelle est la conception de l'Europe avant 1914 C'est assez particulier. C'est-à-dire que c'est un principe qui peut être résumé par cette caricature, tout simplement. L'Europe se présente comme une somme de nations, c'est-à-dire un ensemble de territoires propres, de nations propres. Vous regardez, l'illustration est assez bonne, on peut la regarder de toute façon. On a un symbole qui représente la France avec la Marianne. Vous avez par exemple ici des symboles qui renvoient à l'Espagne, ici au Portugal, au Royaume-Uni, idem pour l'Italie. On a ici
la Russie qui joue un petit peu le rôle de pieuvre, puisqu'elle s'étend un peu sur les différents territoires, hein. On sent qu'elle est un petit peu en train d'essayer de prendre un petit peu partout pour construire sa nation. En fait, c'est un ensemble de nations qui correspond à des traits caractéristiques attribués à chacun. Hein. C'est-à-dire que chaque territoire qui la constitue est un territoire propre, avec des éléments qui lui sont propres. Une nation, une langue, une culture, qui n'est pas la même que ses voisins. Hein. C'est ce que nous donne cette caricature, vous voyez qu'elle date de 1900. Hein, mais c'est aussi un ensemble de nations qui s'unissent. Notamment, là, vous avez une caricature qui date du début juste avant la Première Guerre mondiale, où on voit justement des nations qui sont prêtes à s'unir contre un idéal qui ne leur est pas propre. C'est-à-dire que là, on voit une union contre l'aigle impérial. Hein, vous voyez la Russie ici. Là, vous avez ici, d'ailleurs, c'est marrant, c'est-à-dire les Balkans, la Turquie, l'Empire ottoman, qui est prêt à se battre contre l'Allemand, mais qui est tenu par les alliances. D'accord ? Mais ce qui est aussi important, c'est que l'Europe fonctionne sur le principe d'État-nation. C'est un État, donc l'État-nation, la définition, je vous le remets, hein, c'est un État dont les citoyens forment un peuple ou un ensemble de populations qui se reconnaissent comme ressortissants essentiellement d'un pouvoir souverain, maintenant d'eux et les exprimants. L'État-nation va beaucoup plus loin en Europe, c'est-à-dire que, au-delà de ces idées d'État-nation, qui est commun à chacune des nations et qui renvoie justement à cette caricature que nous venons de voir, des peuples vont s'unir selon les mêmes principes. On a des principes communs, des idées de liberté, de démocratie, communes. Et c'est ce qui va donner l'État-nation en 1914, c'est-à-dire on va se retrouver sur des principes communs. Par exemple, la France et le Royaume-Uni ont des principes communs d'État-nation propres à leur pays. Néanmoins, il y a des similitudes qui leur permettent de créer des alliances politiques, voire militaires. Et c'est ce qui va donner naissance à ces unions. C'est ce qui renvoie d'ailleurs, hein, je vous remets, hein, à cette caricature. Tout simplement, le principe d'État-nation va cristalliser l'Europe dans des camps, dans des espèces de clans. Vous les connaissez, c'est la triple entente et ses alliés, hein, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, la Roumanie, la Serbie, le Monténégro, et la triple alliance. Les alliances communes sont des idées, des conceptions communes. Ce principe d'État-nation, vous le connaissez, puisqu'il va diviser l'Europe, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a deux grandes alliances qui se font dans le principe d'État-nation. Ces deux alliances, vous savez un petit peu ce qui va se passer, c'est que c'est un cercle vicieux, puisqu'un petit conflit régional qui éclate en juin 1914, à Sarajevo, va déclencher le premier conflit mondial. D'accord ? En raison de ce principe d'État-nation. C'est-à-dire que ce jeu d'État-nation, qui a permis, dans une moindre mesure, de réunir des pays d'Europe entre eux, va entraîner le conflit le plus sanglant de notre humanité. C'est-à-dire, de toute façon, la Première Guerre mondiale. D'accord ? Mais, à l'époque, se dessine également l'idée de construction d'une idée d'une nation européenne, plutôt les États-Unis d'Europe. Et l'un de ses grands porte-parole, c'est Victor Hugo, hein, le père des Misérables. Victor Hugo est aussi, je le précise, également un homme politique, hein, qui a été membre des assemblées constituantes avant le Second Empire, notamment des monarchies de Juillet. Victor Hugo, dans la fin de sa vie, dans les années 1880, est un partisan des États-Unis d'Europe. Pour lui, les États-Unis d'Europe doivent se créer. Sur quel modèle ? Sur un modèle de fédération, comme le modèle des États-Unis d'Amérique. Je vous rappelle que les États-Unis, c'est un État fédéral, c'est-à-dire qu'il y a le pouvoir qui est Washington, mais chaque État a sa propre juridiction, ses propres lois. D'accord ? Victor Hugo était pour la création des États-Unis d'Europe, puisqu'il prévoyait la montée en puissance des États-Unis. Hein. Ça commençait on savait que le géant américain n'était pas encore réveillé, qu'il allait se réveiller et que l'Europe allait devoir faire face à cela. Donc on voit déjà que Victor Hugo est quand même en avance sur son temps au niveau politique. D'accord ? Donc l'idée est de créer l'espèce d'États-Unis d'Europe. Mais les États-Unis d'Europe, malgré tout, vont ne pas fonctionner puisqu'ils vont se retrouver face à une Europe en guerre. Et ça correspond à notre seconde partie. Cette Europe en guerre, tout simplement, c'est que l'Europe, comme le montre la caricature de Pancu, va encore être secouée par des conflits. Et notamment les deux grands conflits mondiaux qui sont la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Alors, la Première Guerre mondiale éclate en raison du principe d'État-nation que je vous expliquais, c'est-à-dire que les tensions qui naissent entre l'Autriche, la Serbie, entraînent le fait que les alliés des deux camps vont s'unir, c'est-à-dire que la Serbie est un allié de l'Angleterre, de la France. Selon le principe d'État-nation, on va défendre les intérêts communs. L'Autriche qui défend
des intérêts, va avoir le soutien des puissances, de ces puissances alliées. Donc on va se retrouver dans un grand conflit mondial en moins de 2 mois. C'est-à-dire quand les troubles, l'attentat de Sarajevo est de juin 1914, le 2 août 1914, la Première Guerre mondiale est déclarée. L'Angleterre déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, suivie par la France. Donc la Première Guerre mondiale va déchirer encore une fois l'Europe. Les conséquences, vous les connaissez, on l'avait vu dans les chapitres précédents, c'est tout simplement l'idée que les grands empires centraux disparaissent. L'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois explose à la fin de la Grande Guerre, l'Empire ottoman également, par une révolution, celle des jeunes Turcs. L'Empire russe est balayé par la révolution d'octobre 1917, qui va arriver au pouvoir les bolcheviks. Et le second conflit mondial qui va déchirer l'Europe, entre deux, parlera après des tentatives de création de l'Union européenne, est déchiré par la montée en Europe du fascisme, notamment en Allemagne et en Italie. En Italie, en 1925, avec l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini, qui est ici, je précise, à gauche, hein, et en 1933, par l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne. Donc l'Europe va essayer de se cristalliser également en cette période, c'est-à-dire qu'on va tenter de créer une espèce d'union d'Europe unie, sont des vertus politiques et démocratiques, hein, notamment avec la France, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède, la Finlande. Mais de l'autre côté, vous avez des régimes totalitaires qui vont se cristalliser entre eux et tenter d'unir l'Europe selon leurs idéaux. Donc on a une volonté, encore une fois, de créer une Europe selon les idéaux, démocratiques tant que fascistes. Et qui plus est, on a de l'autre côté l'influence de la montée du communisme en URSS. D'accord ? Mais pendant cette période de paix, entre 1918 et 1939, on a quand même des volontés de pacification, de création d'une Union européenne. Et ça passe par la Société des Nations, l'ASDN. Vous savez que l'ASDN est née à la fin du traité de Versailles, qui clôt la Première Guerre mondiale. Cette ASDN est créée par le président Woodrow Wilson, vous savez, comme prototype de l'ONU. Et l'Europe va vouloir jouer un rôle important dans cette ASDN et tenter de s'unir. C'est le cas d'Aristide, et ce projet sera porté par des hommes comme Aristide Briand. Aristide Briand, vous le connaissez puisque c'est le père de la laïcité en France. C'est le père de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Briand, qui est ministre des Affaires étrangères en 1929, propose de créer une espèce encore une fois, d'États-Unis d'Europe, c'est-à-dire de créer un État fédéral européen. Le but, évidemment, de trouver des résolutions communes et surtout d'éviter qu'un nouveau conflit éclate. L'idée du plus jamais ça est importante pour Briand. Hein, c'est l'idée qui émerge à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire plus jamais ça, cette guerre doit être la dernière des dernières. Donc on essaye de trouver une association qui agira tant sur le domaine économique que politique, et afin de trouver une espèce d'unité politique. Donc on a encore cette idée des États-Unis d'Europe qui semble émerger à la fin de la Première Guerre mondiale et qui cherchera à se créer malgré tout dans la première moitié des années 20. Le problème, c'est que vous le savez, la montée en puissance du fascisme en 25 en Italie et l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en 33 va saper cette idée d'États-Unis d'Europe. Je continue, il me reste un petit peu de temps. Vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale en 1945, on arrive dans un monde bipolaire. La bipolarisation du monde devient inévitable. Quel est le rôle que l'Europe va jouer dans cette phase, c'est ce que l'on va voir dans cette seconde capsule vidéo, puisque là j'arrive à la fin de la première partie. Je vous fais tout de suite une seconde vidéo, vous expliquant un petit peu l'Europe dans la première moitié des années 40-50.